Donc, je vais créer un microservice multi-connecteur, on va dire, qui permet de gérer des étudiants qui sont inscrits dans des formations, dans une formation. Un étudiant est inscrit dans une formation et une formation concerne plusieurs étudiants. J'ai ici donc une association de type one-to-many, many-to-one, et comme ça vous allez voir comment gérer l'association entre les entités. Alors il y a deux cas. Le cas où vous avez un microservice pour les étudiants, un microservice pour les formations. Alors comment gérer un petit peu cette problématique? Et après, le cas que je vais vous montrer dans un premier temps, comment d'abord créer un microservice qui intègre les deux entités, étudiants et formation. Parce que sans doute, c'est la solution que vous allez adopter pour, si vous décidez de l'adopter pour le cas de l'université, c'est la solution parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller vers une architecture avec un degré de granularité qui est très faible comme un microservice pour chaque entité. C'est très compliqué parce que cette architecture-là, ça nécessite d'avoir une architecture cloud avec beaucoup de ressources qui vous permettent déjà, il faut être dans le cas où vous avez beaucoup de problèmes de contraintes, de performance, de disponibilité, de montée en charge. Mais techniquement parlant, c'est pareil. Donc ce qui fait que à la fin, donc, on va en discuter. Principalement, vous pouvez regrouper un ensemble d'entités qui sont liées souvent d'une manière cohérente dans le même microservice. Alors ici, donc, je vais vous montrer comment créer un microservice qui permet de gérer des étudiants et des formations. Alors pour cela, je vais vous faire la démo. Et comme toutes les démonstrations sont déjà enregistrées dans des vidéos, vous pouvez les revoir par la suite. Alors en fait, ce que je vais faire, je vais juste créer un projet. Alors, quel projet? Donc, je vais utiliser un projet Spring Starter Project. C'est un projet Spring. Alors, quand on crée un projet Spring, en principe, j'ai juste besoin de spécifier donc d'abord le nom du projet. Je vais l'appeler microservice présidence. UH2C. Ça, c'est le nom du projet. Alors, en principe, donc après, par la suite, donc je vais garder tous les paramètres par défaut. Donc, c'est un projet Maven. L'application à générer. Alors, dans le microservice, il y a deux manières de déployer l'application. Soit sous forme d'un jar ou bien d'un war. Jar, ça veut dire Java Archive. War, ça veut dire Web Archive. Jar, ça veut dire c'est une application Java indépendante. Je la démarre dans n'importe quelle machine. Automatiquement, je démarre l'application Java et c'est elle qui va démarrer le serveur web, Tomcat. Tout est intégré. Et quand vous êtes dans l'approche microservice, vous utilisez des jars. Mais quand vous utilisez war, ça veut dire vous générez à la fin un war, mais pour que ça marche, il vous faut démarrer un serveur d'application, quelque part, dans lequel vous allez déployer cette application. Alors maintenant, les deux, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais en principe, on dit que le jar, c'est war, c'est le passé, et jar, c'est le présent et le futur. Donc c'est-à-dire, si vous voulez vous projeter dans quelque chose de plus assez logique, donc créer une application jar comme ça. Après, je vais juste spécifier donc le groupe ID, le nom du package. Donc je choisis donc les packages et la version par défaut. Donc c'est une version 0.0.1 snapshot, etc. Next. Alors après, il y a une étape. Donc je suis dans un projet Spring. Maintenant, les dépendances. Alors je dis à Spring, je veux créer une application qui permet. Je sais que dans la partie SQL, je vais utiliser GPA. Parce que j'ai besoin de faire le mapping objet relationnel parce que je sais que j'utilise une base de données relationnelle. Ben, si j'utilise une base de données de type MongoDB, donc je vais chercher quelque part, je vais trouver. Alors, quelle base de données? MySQL. J'ai besoin d'utiliser une base de données MySQL, mais pour faire uniquement des tests, sachez qu'il y a une base de données H2, qui est une base de données mémoire, c'est-à-dire que quand vous démarrez l'application, il démarre automatiquement un SGBD en mémoire, généralement qui est utilisé pour faire les tests. C'est très utile pour les tests unitaires, généralement c'est ce qu'on utilise. Mais ici, donc, pour que vous ayez un peu une idée assez visible, je vais utiliser MySQL. Alors, dans la catégorie Web, je vais dire que d'abord, je vais créer une application web. Mais après, je n'ai pas envie de créer moi-même mes web services. En principe, c'est pour cela que je vais utiliser REST Repositories. Rappelez-vous, tout à l'heure, je disais qu'il suffit d'ajouter une annotation REST Repository Resource pour que le web service soit prêt. Donc, il suffit de cocher donc, cette
dépendances parce que c'est des librairies qu'il faut intégrer. J'ai besoin, quoi d'autre? J'ai besoin, bon, normalement c'est bon. Alors, sauf qu'il y a des outils supplémentaires pour le développement. Alors, pour éviter à chaque fois de redémarrer, parce qu'en fait, quand vous développez, à chaque fois que vous faites des modifications, il faut redémarrer pour voir c'est-à-dire le résultat. Il y a un outil qui s'appelle DevTools, que je vais, la dépendance DevTools. D'ailleurs, on va la trouver, DevTools, on va la trouver dans le, je crois, dans la catégorie Core. Core, je crois. Voilà. DevTools. Bon, ça c'est juste pour... parce que vous savez, dans un projet, il y a 3 environnements. Pour un projet, il y a l'environnement dev, l'environnement test et l'environnement prod. Dev, c'est-à-dire quand je développe, j'ai besoin d'une configuration. Quand je fais les tests unitaires, j'ai besoin d'un autre fichier de configuration. Et quand je serai en production, j'ai besoin d'un autre fichier de configuration. Il se trouve que la configuration sur laquelle je travaille, il n'est pas la même quand je développe, quand je teste et quand je suis en production. Alors c'est pour cela, si vous voulez configurer votre système dans l'environnement dev, pour ne pas un peu compliquer le fichier de configuration, et juste vous avez besoin d'intégrer cette dépendance qui est DevTools. C'est-à-dire automatiquement par défaut Spring, il va me configurer mon environnement dans un contexte dev. Alors j'ai également, il y a une dépendance que je vais ajouter. Lombok. Alors, parfois, si vous ne trouvez pas, voilà, Lombok. Core. Alors, vous savez que l'une des particularités dans Java, c'est qu'à chaque fois que vous créez les attributs, vous avez besoin de générer les getters et setters. Bon, générer les getters et setters, ça ne prend pas beaucoup de temps parce que les outils ils permettent de les générer, ça, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que je suis obligé d'avoir du code source que je n'ai pas besoin de voir tout le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une dépendance qui s'appelle Lombok, qui vous permet tout simplement de ne plus écrire les getters et setters. C'est-à-dire qu'il suffit d'utiliser une simple annotation et automatiquement, quand vous enregistrez la classe, automatiquement, le compilateur il va ajouter les getters et setters dans le bytecode. Vous ne voyez pas le code source, mais les getters et setters sont générés. Donc ça, c'est très utile. Ça permet, donc Lombok, c'est connu dans les applications Java. Donc je vais l'utiliser pour vous le montrer. Voilà. Alors, vous voyez donc au global combien de dépendances que j'ai cochées. GPA, Dev2, bon, en fait, principalement le plus important pour moi, GPA, MySQL Web, donc même les dépendances de base. Mais après le reste, en fonction des besoins, next, finish. Alors comme c'est un projet Maven, donc il va télécharger tous les jars, les librairies. Donc je n'ai pas besoin de charger les librairies manuellement, donc c'est Maven qui va se connecter à Internet. Ça suppose que j'ai une connexion Internet. D'ailleurs, vous voyez ici que là, il est en train de l'évolution, parce que si les dépendances n'existent pas dans ma machine, donc il faut qu'il les télécharge. Donc j'ai besoin quand même de beaucoup de librairies que je vais utiliser pour gérer cette problématique. Alors je sais qu'en principe on devrait arrêter à midi, donc si vous voulez, je ne sais pas si à midi et demi ça ne vous pose pas de problème? Midi 30? C'est bon? 13h? Là, 13h. Ah d'accord, ça, parfait. Donc 13h. Bon, le projet il est là. Je l'ai créé. Il s'appelle MS-UH2C. Voilà. Pour ce projet, déjà, si je vois les dépendances, vous voyez donc les librairies, JAR, etc., j'ai des tonnes. Bah, ici, donc, j'ai Spring, j'ai GPA, j'ai Hibernate, j'ai Spring Data, j'ai Tomcat, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, je m'en charge, c'est pas un problème. Maintenant, j'ai une application. Tout à l'heure, l'application, si vous regardez l'application que vous voyez là, bon, l'application, ça, c'est l'application Spring Boot. Quand vous démarrez ça, Spring Application.run, d'ailleurs, l'application de base. Maintenant, moi, ce que je vais faire, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de gérer des étudiants. Donc, je vais créer la classe étudiant. Alors, un étudiant est défini par ses attributs. Donc, pour moi, il va être identifié par un ID.
étudiant il a un nom qui est de type string, peut-être un prénom, de type également string, et une date de naissance de type date. Alors pour les dates, généralement on va utiliser java.util.date parce qu'il y a deux types de dates, java.util et java.sql. Alors java.util.date, donc ça c'est la date naissance. Voilà mes attributs. Alors maintenant, je voudrais que cette classe soit représentée par une table au niveau de la base de données. Je vais utiliser la notation GPA entity. Ça c'est du GPA. Automatiquement, la classe correspond à une table. C'est une classe persistante. Quand vous dites entité, il faut spécifier parmi les attributs quel est l'identifiant. Quel est l'attribut que représente la clé primaire? C'est le ID. Donc je vais utiliser la notation ID pour dire que cet attribut-là, c'est l'identifiant. Je voudrais qu'il soit généré automatiquement au niveau de la base de données. Je vais utiliser la notation generated value. Alors, generated value. Et après, je peux spécifier quelle stratégie. Ben, je vais utiliser l'identité. L'identité, c'est-à-dire plus 1. C'est-à-dire automatiquement, à chaque fois, pour chaque étudiant, il va ajouter un plus 1 pour faire ça. Alors, logiquement, je viens de créer ce qu'on appelle une entité GPA. Mais il me faut les getters et setters. Parce que je dois les générer. Donc pour les générer, d'habitude on fait ça. Source, generate, getters and setters. Bon, ça c'est pas compliqué. Bon, vous le faites, automatiquement il vous génère les getters et setters. Mais à vrai dire, donc si vous travaillez avec Lombok, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vais annuler. Alors il suffit d'ajouter ici une annotation qui s'appelle data. Cette annotation data, c'est une annotation de... Vous voyez, donc c'est une annotation de Lombok. Vous savez ce que c'est Lombok? Alors juste si vous voulez travailler avec Lombok, il y a quand même quelque chose... Alors Lombok, project. Oh, Lombok project, je sais pas. Lombok. Si vous voulez avoir la documentation de Lombok, la Lombok c'est ça. Lombok, alors juste avant d'utiliser quand même Lombok, vous regardez ce lien. Parce qu'il vous montre comment, parce qu'en fait votre version de Eclipse, il a besoin de savoir qu'il utilise Lombok. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous enregistrez une classe, à chaque fois que vous enregistrez la classe, automatiquement il va générer les getters et setters dans le bytecode. Et du coup donc vous allez voir juste ici, c'est très simple, il suffit d'exécuter un fichier .jar, il va vous permettre. Et après vous allez trouver toutes les annotations qu'il faut pour utiliser Lombok. Pour tout ça c'est juste pour vous donner une idée. L'essentiel pour moi, donc je vais enregistrer. Ben, je viens de créer donc mon entité étudiant ici. Alors d'ailleurs, si vous voulez voir dans la fenêtre Outline, Show View Outline, c'est-à-dire vous allez en fait dans la fenêtre Outline, qu'est-ce que vous regardez? Regardez. Alors en fait, votre classe finalement, qu'est-ce qu'il contient? Il contient le ID, le nom, le prénom, date de naissance, mais vous avez get ID, set ID, get nom, set nom. Je n'ai pas créé les getters et setters, mais finalement, ils ont été ajoutés dans le bytecode via la notation data. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir, si vous voulez voir l'effet, voilà ce que je vais faire. Je vais supprimer ça, CTRL S. Vous voyez donc dans le bytecode, j'ai que ça. C'est-à-dire ça, c'est au niveau du bytecode. Mais si vous utilisez la notation data, vous allez donc automatiquement, il ajoute ça. Donc c'est une manière un petit peu de masquer le code classique que vous ajoutez. Bon, ça c'est une chose. Alors une fois que je crée donc mon entité étudiant, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai besoin de gérer les étudiants. J'ai besoin de faire le mapping objet relationnel. Ben, j'ai besoin de créer une interface qui s'appelle étudiant repository.
qui va hériter. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, il suffit d'hériter d'une interface qui s'appelle, vous vous rappelez, GPA Repository. Alors, c'est une interface générique. Il faut lui donner deux types. Qu'est-ce que je veux gérer? Je veux gérer les étudiants. Et un étudiant a un identifiant de quel type? De type langue. Ben, c'est tout. Alors, automatiquement, j'hérite. Alors, automatiquement, avec Spring Data, donc, je viens d'hériter toutes les méthodes classiques qui permettent de gérer les étudiants. Après, si vous voulez en rajouter d'autres, donc je vais vous montrer comment les faire. Alors, par exemple, vous voulez chercher les étudiants dont le nom contient un mot-clé. Ben, c'est une méthode que je ne peux pas hériter parce que c'est des méthodes propres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit de déclarer une méthode comme ça. Liste étudiants. Je veux retourner une liste d'étudiants. La méthode, juste la manière de l'écrire, c'est-à-dire respecter les conventions. On va écrire find by nom. Par exemple, start with. Start with. String, le nom. Quand vous écrivez find minuscule, c'est qu'il s'agit d'un select. Rien que ça. Find minuscule, ça veut dire pour lui select. From quoi? From étudiant. Ça, il le sait. By, ça veut dire quoi? Where. Where quoi? Where? Le nom. Alors si vous mettez que nom comme ça, et vous mettez le nom automatiquement dans le nom égale valeur. Donc, vous n'avez pas besoin d'implémenter cette méthode parce que lui, il a déjà une implémentation générique qui fait ça. Il comprend déjà ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Mais si vous ajoutez par exemple contains, c'est-à-dire finalement le nom, ce n'est pas égal, il contient. Donc c'est-à-dire like, si vous voulez. Pour lui, contains, c'est like. Encore si vous mettez start with, ça vous donne la même chose, n'est-ce pas? Start with, c'est-à-dire ça commence par. Donc ça veut dire que dans Spring Data, même les méthodes que vous n'avez pas héritées de l'interface générique qui est GPA Repository, vous pouvez les ajouter d'une manière très simple. Alors tout à l'heure, donc je vais revenir sur cette partie-là pour vous montrer des exemples qu'on peut ajouter, surtout quand vous avez plusieurs, dans un métier dans lequel vous avez besoin parfois de composer des requêtes assez complexes. Rien qu'avec cette manière de créer les méthodes, parfois ça règle le problème. Sinon, si on n'arrive pas à le faire comme ça, bah, tout simplement, il y a d'autres méthodes que Spring vous fournit, notamment en utilisant une annotation qui s'appelle query. Juste avant la méthode. Query. Il y a un S que j'ai ajouté. Et parfois, le problème, c'est que quand vous écrivez, vous mettez CTRL espace, ça veut dire, oui, vous l'avez. L'éditeur, parfois, vous lui cassez la tête. Vous lui dites, cherche-moi les classes. Le résultat. Query. En fait, la notation query, et après, je vais écrire, donc select P from étudiant. C'est la classe, c'est pas la table. Parce que moi, ici, donc, j'écris ce qu'on appelle les requêtes HQL, Hibernate Query Language. Au lieu de manipuler les tables et les relations entre les tables, je manipule les classes. Et lui, il va traduire ça en SQL. Where point.nom like le paramètre de point x. C'est un paramètre. Mais après, il faut indiquer que le nom que vous voyez là, ça représente x. Alors, comment on va le faire? Il suffit d'utiliser la notation param de Spring et vous mettez ici x. Alors, en fait, à vrai dire, maintenant, vous n'avez pas besoin d'écrire find by. Vous pouvez l'écrire, par exemple, chercher. Bon, si vous l'appelez chercher, lui, il ne va pas comprendre ce que vous voulez. Mais pour qu'il comprenne qu'est-ce qu'il doit exécuter comme requête SQL associée à ça, ben lui, il va prendre cette requête HQL. Donc,
Vous avez deux manières de composer les méthodes supplémentaires. La première, c'est quoi? C'est utiliser query pour chaque méthode et dans ce cas-là, vous composez votre requête. Et la deuxième, c'est de respecter les conventions avec find by. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de ça. Et vous n'avez pas besoin de ça. Parce que si vous respectez les conventions, ça veut dire lui, il a déjà compris ce que vous voulez faire. Alors en tout cas, ici donc j'ai cette méthode. J'ai une interface que je viens de créer. Bon, si vous voulez, dans un premier temps, je vais enregistrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit jusqu'à présent? Je vous rappelle, voilà. On a écrit une classe étudiant. Et on vient de créer pour la classe étudiant, on vient de créer une interface étudiant repository pour gérer les étudiants. Alors je voudrais maintenant, il me faut un web service pour ce microservice. Pour ne pas l'écrire, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser directement la manière la plus simple d'exposer une interface GPA repository sous forme d'un web service, d'utiliser la notation repository rest resource. C'est-à-dire vous dites à Spring, que vous avez ici toutes les méthodes qui se trouvent dans cette interface, je voudrais qu'elles soient accessibles via une API REST. J'ai terminé l'essentiel. Maintenant, sauf que pour que ça marche quand même, il faut que j'indique dans le fichier de configuration quel type de base de données, comment s'appelle la base de données, etc. Donc tout ça se fait dans quel fichier? Application.properties. Alors ici, donc, j'ai un fichier application.properties qui est vide. Alors pour ne pas passer du temps à écrire ça, je vais prendre juste un exemple de fichier application.properties. Bon, généralement, c'est un copier-coller, CTRL-A, CTRL-C. Et je vais le mettre, je le mets ici. Alors je vais juste changer la base de données. Alors, dans ce fichier, application.properties, ça, je n'ai pas besoin. Juste pour que je... Parce que je suis enregistré, d'abord. Bon, ça, je n'ai pas besoin, en principe. Ça, c'est un commentaire, donc... pas besoin. Bon, ça également, c'est un commentaire. Bon, je n'ai pas besoin. Alors, principalement, ce que j'ai besoin de spécifier, c'est le nom de la base de données. J'ai besoin d'une base de données qui s'appelle DB, par exemple, UH2C. Enregistré. Alors, pour quand même, avant de démarrer mon application, je vais lancer le... Alors, je suppose que j'ai démarré ici, donc, un outil exemple, vous savez, donc, EasyPHP, c'est des outils qui sont utilisés pour localhost, j'ai la base de données, j'accède via phpMyAdmin, donc comme ça je peux voir un petit peu ce qu'il y a dans la base de données MySQL. Alors je vais créer une base de données que je vais appeler db-uh2c, créer. Je n'ai pas besoin de créer les tables et tout ça parce que je sais que les tables ils vont être générées au démarrage de l'application. Alors si je fais ça, je vais quand même maintenant revenir à l'application. Ça, c'est l'application du microservice. Je vais l'exécuter. Donc, run as Java application. Alors, quand je démarre cette application, bien sûr, il y a Spring qui va démarrer en premier lieu. Vous pouvez le constater, Spring Boot démarre. Il fait tout ce qu'il faut. En principe, il va scanner. Si tout se passe bien, d'abord, au démarrage, je vais regarder la base de données. Je trouverai qu'il devrait me générer donc les tables qui correspondent à ça. Alors, généralement, si ça se passe mal, vous aurez des exceptions, mais après, il faut comprendre de quoi il s'agit. Alors, je vais regarder la base de données. Ben, je vois que la table étudiant a été bien générée. Si je regarde la structure,
je vois un étudiant, voilà son ID, voilà sa date de naissance, le nom et le prénom. Donc la base de données a été générée, il n'y a pas de problème, il a compris qu'il y a une entité GPA. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'encore, je démarre pour tester directement localhost. Alors par défaut, alors si vous regardez ici dans le fichier application.properties, vous avez ici une propriété server.port. Quand il démarre Tomcat, il va le démarrer sur quel port? Il va utiliser le port 80. Bon, non, là je peux changer. Et si vous mettez rien, par défaut, c'est le port 80 qui va être utilisé. Ça veut dire si je veux maintenant consulter mon web service, je vais utiliser http localhost 80. Alors si je veux maintenant la liste des étudiants, il suffit d'écrire étudiant avec S. Bon, je respecte les normes. Ici, donc, j'ai des données, ça c'est des données au format JSON que vous voyez là. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois une liste d'étudiants, mais pour le moment, la liste des étudiants, elle est vide. C'est normal parce que je n'ai pas d'étudiants dans la base. Je n'ai pas encore inscrit des étudiants, n'est-ce pas? Mais ce qui est, quand vous avez ça, ça veut dire que déjà votre API RESTful, il a bien fonctionné. Alors, ici, dans ce contexte-là, je suis dans un cas plus simple, c'est-à-dire il s'agit de faire la gestion des données classiques. Ajouter, chercher, éditer, supprimer, là, vous n'avez pas besoin du meeting. Mais quand vous êtes dans des fonctions assez complexes, dans ce cas-là, il faut créer une couche métier, comme on a déjà montré la dernière fois. Et dans ce cas-là, il faut la même chose. Les fonctionnalités métiers, vous pouvez les exposer directement via l'API REST, sans problème. Donc ça, je vais vous le montrer. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord, au démarrage de l'application, je vais insérer des étudiants dans la base de données. Alors pour cela, je vais juste accéder à l'application. Alors au démarrage de l'application, l'une des techniques utilisées pour, si vous voulez, insérer des données au démarrage de l'application, je vais juste implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner, ce qui va m'obliger de redéfinir une méthode qui s'appelle Run. C'est quoi ça? En fait, Spring, quand il démarre, Spring Application pour Run, dès qu'il termine le démarrage, automatiquement, il fait appel à la méthode Run. Si je veux exécuter des traitements après le démarrage de Spring, donc je peux le faire ici. Et moi, ce que je veux utiliser l'interface que j'ai créée qui s'appelle étudiant repository. Bon, ça, c'est une interface. Mais il faut utiliser la notation hotwired. Ça, c'est l'injection des dépendances. Moi, je connais l'interface, je ne connais pas la classe. Mais je dis à Spring, s'il te plaît, injecte-moi une implémentation de cette interface. Et moi, ce que je vais faire, je vais juste ajouter des étudiants. Alors, pour ajouter des étudiants, donc je vais, si vous voulez, je vais utiliser donc étudiant repository. Je vais créer un étudiant. Si vous voulez, étudiant ET égale new étudiant. J'ai un constructeur sans paramètres. Je n'ai pas un constructeur avec paramètres parce que je ne l'ai pas généré. Mais si vous voulez générer un constructeur avec paramètres avec Lombok, il y a une annotation qui s'appelle all are constructor. All are constructor, c'est que vous lui dites intègre-moi un constructeur avec tous les paramètres. Mais quand vous avez un constructeur avec tous les paramètres, il vous faut un constructeur sans paramètres. En ajoutant la notation no are constructor. C'est-à-dire quand vous utilisez ça, ça veut dire que vous avez un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Mais à vrai dire, souvent vous n'avez pas besoin d'un constructeur avec paramètres. Un constructeur sans paramètres est suffisant. Ça, c'est juste vous voulez. Maintenant, vous voulez créer un étudiant avec des paramètres. Donc, je peux mettre par exemple un étudiant dans lequel je ne connais pas son ID. Parce que l'ID, normalement, il est généré automatiquement. C'est-à-dire, l'ID, il est nul. Le nom. Bon, je mets juste des noms comme ça, Hassan. Le prénom. Hassan. Et la date de naissance. Je vais mettre juste quelque chose de plus simple. Je vais mettre new date. C'est la date système. Ça veut dire Hassan, il vient de naître. Sa date de naissance, c'est maintenant. C'est juste des données.
Alors j'ai un étudiant, etc. Donc moi, ce que je vais faire, je vais juste étudier. Cet étudiant-là, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer, donc je vais utiliser étudiant repository.save ET. Donc je viens d'enregistrer un étudiant. Si vous voulez, donc je peux prendre ça. CTRL X. Je le mets ici. Je supprime. Et ça marche. Je vais enregistrer quelques étudiants. Comme ça. Deux garçons, deux filles. Hanan. Hanan. Et Nabila. Alors, je ne vais pas créer pour... J'ai besoin des noms comme ça, ok? Alors, je vais enregistrer. Alors, vous allez d'ailleurs remarquer quand j'enregistre, automatiquement il redémarre. Je n'ai pas besoin de redémarrer parce que j'ai utilisé DevTools. Avec DevTools, à chaque fois il y a une modification, il recharge, donc c'est juste pour éviter. Alors, tout ça, ça va me permettre déjà de voir au niveau de la base de données. Déjà, je vois que, par exemple, si je regarde la liste, ben, je vois déjà que bon, c'est des étudiants qui sont enregistrés dans la base de données. Maintenant, ce qui m'intéresse, je voudrais y accéder via REST. Alors, je fais ici /étudiant. Ben, je vois ici donc la liste des étudiants. J'ai l'étudiant. Pour chaque étudiant, j'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai la date de naissance. Ça, c'est les étudiants. Mais après, par la suite, ben, il se peut que j'ai plusieurs étudiants. Parce que quand vous avez combien d'étudiants dans l'université? 100 000, je ne sais pas quoi. Ben, je vais pas 100 000 enregistrements, ça n'a pas de sens. Alors, je vais faire, alors avec Spring Data REST que j'ai utilisé, vous pouvez ajouter des paramètres. Size égale à 2. And page égale à 0. Les paramètres size page, par défaut, ils sont intégrés. Ça veut dire quoi? Dans le mois, il y a combien d'étudiants qu'il va me retourner? Il va me retourner que 2. Les 2 premiers étudiants de la liste. Mais quelle page? Bon, pour moi, c'est la page 0. Si je donne la page suivante, c'est-à-dire la page 1, à la place de 0, 1, ben j'ai la suite. La page 2. Bon, la page 2, parce qu'en fait, il y a 4 étudiants, 2 par 2. Donc, c'est-à-dire que même le système de pagination, avec cet API REST, donc je peux lui demander les données paginées. Et je peux lui demander de les trier par quoi? Par je ne sais pas quoi. Donc, si vous regardez donc dans Spring Data REST, je peux ajouter encore point d'interrogation, sort, etc. Ça veut dire que mon API REST, je peux l'interroger exactement comme vous interrogez une base de données SQL. Si vous savez écrire un select étoile from where, etc., maintenant, il ne s'agit plus d'interroger la base de données, mais il s'agit d'être dans ce contexte-là. Je reviens à l'architecture de mon application. Il s'agit d'être dans ce contexte. Vous avez une base de données, vous avez une application, vous avez une couche DAO, vous avez un web service qui est fait déjà. Et maintenant, je suis dans un navigateur. Ici, donc, j'envoie des requêtes HTTP. Et quand j'envoie une requête HTTP, le web service, il reçoit ça. Il fait appel à ces interfaces repository, il va vers la base, il récupère des objets. Ces objets-là, ils sont retournés vers le web service. Et ces données-là, ils sont convertis en format JSON. Et après, je récupère ici les données au format JSON. Après, donc, ces données-là, le format JSON, après, par la suite, quand vous êtes dans une application, n'importe laquelle, que ce soit une application avec n'importe quel langage, par exemple, une application mobile, donc, c'est des données qu'on peut exploiter facilement. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, juste pour montrer l'intérêt de l'application, c'est que ici, dans notre cas, en fait, un étudiant, il est inscrit dans une formation. C'est-à-dire, j'ai des relations à gérer. Donc, ça veut dire que j'ai besoin encore d'ajouter une autre entité, formation. Alors, je vais arrêter, comme ça, il ne va pas me déranger à chaque fois pour démarrer. Donc, à nouveau, donc, je vais créer une classe formation.
Alors, dans cette classe formation, je vais... Alors pour moi, une formation est définie par quoi? Elle est définie par son identifiant, le ID par exemple, par le nom de la formation. Alors le nom de la formation de type string. Et si vous voulez, je vais ajouter la durée de la formation. Int durée. Alors pour que ce soit une entité GPA, on reprend. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc la notation entité. J'ai besoin de générer les getters et setters. Je vais utiliser la notation data. J'ai besoin des getters et setters, enfin d'un constructeur sans paramètres. Je vais utiliser all_arg constructor. J'ai besoin d'un constructeur avec paramètres. Je vais utiliser noArg constructor. Mais ici, un étudiant, maintenant il y a des relations parce qu'une formation concerne plusieurs étudiants. Alors comment traduire ça? Dans une formation, il y a une collection d'étudiants. Collection d'étudiants. C'est-à-dire c'est une liste d'étudiants. Maintenant, il faut indiquer avec GPA comme quoi ça c'est le ID, comme tout à l'heure. Comme quoi il est la valeur de ID générée automatiquement. Et la stratégie utilisée, c'est bien identité, toujours. Après, vous avez ici une association de type one-to-many. One-to-many. Alors, quand vous dites one-to-many, c'est-à-dire que vous avez une formation pour plusieurs étudiants. Alors, sauf que si vous voulez utiliser une association bidirectionnelle, on va revenir vers étudiant, parce qu'en fait, un étudiant également est inscrit dans une formation. Je dois ajouter un attribut qui représente la formation pour l'étudiant. Donc, j'ai besoin de déclarer un objet de type formation. Mais cette formation taille, c'est une association de quel type? De type many to one. Many to one. Et quand vous avez une association many to one, au niveau de la base de données, ça va se refléter avec une clé étrangère. Alors, comment s'appelle la clé étrangère? On va la spécifier avec joint colon, la jointure. Le nom de la jointure, c'est, par exemple, c'est ID étudiant. C'est ID étudiant. Bon, ça, c'est le nom de la clé étrangère qui va être... C'est-à-dire, dans la table étudiant, je vais ajouter... Il y a une colonne qui va s'ajouter qui représente la formation. Là, ce n'est pas étudiant, c'est... Ça, c'est minute one, c'est ID formation. Autrement, vous ne mettez rien. Il va choisir une colonne, il va l'appeler par défaut formation ID. Ça, c'est juste le nom de la clé étrangère. Alors, quand on fait one-to-many minute one, ça vous le savez, il faut indiquer comme quoi il s'agit d'une association bidirectionnelle en utilisant mapped by. C'est-à-dire que cette association-là, elle est déjà représentée dans la classe étudiant avec l'attribut formation. Alors, autrement dit, vous dites que à l'association one-to-many, il s'agit de la même association qui se trouve dans la classe étudiant many-to-one et qui est associée à l'attribut formation. Alors, quand on a des associations bidirectionnelles, généralement, vous utilisez des trucs comme ça, one-to-many et many-to-one. Dans tous les frameworks de mapping objet relationné, c'est ce qui se passe. Alors, sauf que ici, donc, quand j'enregistre, j'aurai quand même une erreur ici. Alors, ce que vous pouvez deviner, c'est quoi le problème? Quand j'enregistre, ben, il me dit que le constructeur n'existe plus. En fait, tout à l'heure, j'avais un constructeur avec 4 paramètres, mais je viens d'ajouter un attribut dans la classe étudiant. Donc, comme j'ai all_arg constructor, ça veut dire que j'ai un constructeur avec encore plus de paramètres. C'est-à-dire ici, j'ai le ID, le nom, le prénom. Ici, quelle formation? Un étudiant appartient à une formation. Alors ici, donc, ce que je vais faire, je vais juste ajouter des formations que je vais associer aux étudiants. Donc ici, donc, je vais déclarer encore formation. Je ne l'ai pas encore créé. Repository, parce que je viens de créer la classe. Je viens de créer la classe formation. Je vais créer maintenant l'interface
formation repository. Alors l'interface formation repository qui permet de gérer des formations, extend la même chose, c'est GPA repository. Alors c'est quoi l'entité? C'est formation et le ID. Alors le ID, il est de type langue. Voilà. Alors j'ai créé l'interface. Maintenant, je vais déclarer un objet de type formation repository. Et je vais dire, je vais ajouter des formations. 4 formations par exemple. Alors je vais utiliser ça. Allez, formation repository. Formation repository.save. New. Formation. C'est un constructeur avec ici donc formation. J'ai bien un constructeur avec paramètres aussi, tout à fait. Le ID, je ne le connais pas. Le nom, par exemple formation PHP. La durée de la formation, 30 jours. La liste des étudiants, je ne connais pas. Quand je crée une formation, je ne connais pas les étudiants. Bon, c'est juste le truc de le constructeur avec paramètres. Mais si je veux créer un constructeur dans lequel je spécifie quels sont les paramètres que je veux, parce que dans le constructeur, je n'ai pas besoin d'intégrer le ID ni la liste des étudiants, je peux l'ajouter. Bon, mais ici, en principe, généralement, les constructeurs avec paramètres, vous n'en avez pas besoin. Il y a toujours un constructeur par défaut. Vous mettez new étudiant et après vous mettez 7, 7, 7, 7 pour définir les données que vous voulez. Alors, globalement, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est juste... c'est un problème à savoir. Donc, je vais quand même ajouter une autre formation. Donc, ça, c'est la formation. Formation F1. Formation F2, F3. Formation Java, une formation Oracle. Alors ici, donc cet étudiant-là, je vais l'inscrire dans la formation F1. R, ça troll exactement. Alors, new date, donc ça c'est F1. Ça c'est la formation, toujours F1. Ça c'est la formation F2. Hein? Ça, c'est la formation F2, F3. Alors, ça, c'est F3. Alors, autrement dit, donc, dans ma petite application, au démarrage, dans ma base de données, j'ai 3 formations et j'ai 4 étudiants qui sont inscrits dans ces formations. Maintenant, après, on va voir comment, via l'API REST, ajouter des étudiants, ajouter des formations. Tout ça, c'est juste pour la phase de test. Alors, je démarre. Alors, si mon micro, j'ai bien fait le mapping, alors en principe, dans ma base de données, je dois trouver donc 2 tables. La table formation et la table étudiant. Alors, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois ici. Bon, à moins, bien sûr, s'il y a... Voilà. Il y a une exception. Quand il ne peut pas supprimer, etc. Alors, parfois, vous risquez d'avoir des problèmes comme ça quand vous utilisez update au lieu de create. Parfois, il a déjà créé une table dans laquelle il n'y a pas de clé étrangère. N'est-ce pas? Et après, vous ajoutez une autre entité. Donc, il devrait revenir à une table qui existe déjà. Il va lui ajouter une clé étrangère. Et parfois, quand il vous génère des trucs cannot drop, etc., alors c'est pas la peine de chercher trop la solution. Vous allez vers le fichier, votre fichier, au lieu de... alors ça, c'est pas le... Non, c'est pas celui-là. Quoi on a fait? Ouais, c'est bien ça. Alors ici, on a create, n'est-ce pas? Normalement, si vous avez créé, ça veut dire qu'il va supprimer, il va recréer. Donc le problème ne devrait pas se poser. Alors je réexécute.
Alors, je revois la structure de la base de données. Alors, je vois ici, donc, il y a étudiant, il y a formation. Alors, quand je regarde la structure de la table étudiant, alors, je vois ici, donc, un étudiant, vous avez la clé étrangère. Donc, la clé étrangère, c'est formation ID. Je vois bien deux étudiants qui sont dans la formation 1 et deux autres qui sont dans la formation 2 et 3. Donc, ça veut dire que mes données sont bien intégrées, il n'y a pas de souci. Donc, il y a une relation, les règles d'intégrité référentielle ont été bien appliquées. Bon, pas beaucoup d'efforts, ce méthode avec les petits concepts qui sont faits là. Alors maintenant, si je regarde côté API, alors qu'est-ce que je veux? Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez donc avec Spring Data REST, j'ai une API REST. Si j'écris formation avec S, vous voyez la liste des formations. La liste des formations, ils sont là. Mais pour chaque formation, regardez bien, j'ai que le nom, j'ai la durée, mais je n'ai pas la liste des étudiants de cette formation. Par défaut, les relations, il ne va pas les sérialiser. Mais si vous voulez la liste des étudiants d'une formation, vous allez écrire, vous voyez ici donc les liens. C'est formation, vous allez saisir, c'est formation /1. Alors si vous mettez d'ailleurs formation /1, c'est-à-dire vous cherchez la formation dont le ID égale à 1. Donc ça c'est pour chercher, pour consulter une formation. Vous voulez la formation 2. Formation 2. Maintenant, je veux les étudiants qui sont inscrits dans la formation Java. Je vais mettre /2 /étudiant. J'ai Hassan, j'ai un seul étudiant, c'est plutôt une seule étudiant, c'est Hanan. Alors, dans la formation 1, je devrais avoir 2 étudiants. J'ai un étudiant, je veux consulter un étudiant quelconque. Étudiant /1. J'ai l'étudiant Hassan. Mais pour Hassan, j'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai la date de naissance, mais je veux quelle formation? Vous avez le lien. Normalement, c'est étudiant / formation. Donc, c'est-à-dire, si j'utilise encore étudiant / formation, alors c'est mal écrit sa formation sans S, parce que l'attribut, c'est bon, je vois, il est inscrit dans PHP. Donc, ça veut dire que la relation, même dans l'API REST, la relation entre les entités, c'est déjà réglé. Vous pouvez passer du temps à écrire votre API REST à faire ça, mais avec Spring Data REST, c'est déjà fait. Tout ça, il se cache derrière quoi? Il se cache derrière cette annotation que j'ai ajoutée, qui est repository REST resource. C'est bien ça l'inversion de contrôle. C'est-à-dire, moi, je passe à autre chose, parce qu'il me reste du travail. Mais, en quelque sorte, je viens de finir mon microservice. En tout cas, s'il s'agit juste de consulter, de faire des choses. Maintenant, je veux ajouter un étudiant. Alors, je veux ajouter une formation, par exemple, mais je ne peux pas l'ajouter comme ça. Bon, il vous faut généralement utiliser un outil. Il y a des outils pour tester les API REST. Parmi les outils, il y a un outil, il y a une extension que vous pouvez installer sur Google Chrome qui s'appelle Advanced REST Client, ARC. Ou bien, il y a un outil qui s'appelle SoapUI, Postman. Il existe beaucoup d'outils qui sont faits pour tester les API REST. Vous prenez n'importe lequel et vous pouvez commencer à dialoguer. Alors, je prends ARC. En fait, ARC, c'est Advanced REST Client. C'est un outil c'est une extension de Google Chrome. Vous l'ajoutez, bon, vous l'avez. Alors, Advanced REST Client, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, vous voulez envoyer une requête avec GET. Quelle méthode? Parce que maintenant, pour dialoguer avec l'API REST, je peux dialoguer avec GET, avec POST, avec PUT, delete, patch. Alors, maintenant, GET. Je veux, par exemple, la liste des formations. Je veux la liste des formations. Send. Voilà la réponse. Ça, pour get, il n'y a pas de problème, on peut directement le navigateur voir. Mais maintenant, je veux post. Je veux ajouter une formation. Je dois mettre un post ici. Donc, l'URL, c'est toujours formation. Mais quand vous faites post, il faut aller vers le corps de la requête.
Je dois envoyer les données de l'étudiant. Alors, je vais mettre pour l'étudiant son nom, le nom de l'étudiant. Ça, c'est en format JSON. Donc, le nom de l'étudiant, par exemple, le prénom, de point, Essam. Alors, je veux créer un étudiant uniquement. Je ne connais que le nom et le prénom. Je ne connais pas sa formation. Si je veux l'inscrire dans une formation, je peux mettre juste ici. Je vais le voir tout à l'heure. Je vais mettre virgule formation et je lui inscris la formation. Je vais mettre ici formation. Deux points. Mais la formation, c'est une entité. C'est une relation. Il faut que je spécifie une formation qui existe déjà. Et comment identifier une formation dans une API REST? Pour l'identifier, normalement, il faut l'identifier avec son URI. C'est l'URI. C'est-à-dire, ce qu'on fait dans l'approche microservice, comme tu as vu la chose, c'est que les tables ne sont pas forcément dans la même base de données. Il se peut que formation soit le microservice ou étudiant un autre microservice. Donc, après, j'ai dit que la notion de clé étrangère. Mais pour moi, la clé étrangère, c'est quoi? C'est que je lui ai dit formation, l'URL de la ressource. C'est HTTP //localhost 8080 /formation /1. La relation, c'est-à-dire l'étudiant la formation de l'eau. Maintenant, même si la formation existe dans un autre microservice, dès que l'API REST, il sait parce que là, dans l'API REST, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête vers l'autre microservice, il récupère avec le SMUTO, qui chauffe l'ID diallo, il va le mettre. Mais ça, dans notre cas, on n'est pas dans ce contexte. Parce qu'on est dans un contexte où les deux tables sont dans la même table. Envoyé. Alors, si tout se passe bien, regardez, vous avez 201 created. C'est-à-dire que ici, donc l'enregistrement a été bien inséré. Bon, la preuve, si vous regardez dans la base de données, alors je vois bien l'étudiant. Alors, j'ai ajouté la formation, monsieur étudiant. Bien. Voilà. Donc je dois avoir des formations. Là, j'ai. Formation, c'est Metaïsam. Désolé. Alors, je reviens, regardez. Regardez l'URL. Ça peut signifier beaucoup de choses. Peut-être c'est lui la source de. Alors, donc. Là, donc regardez, si je vais vers la formation, regardez le cas de la formation. Donc le nom, la formation, le nom. Parce que j'ai spécifié le nom. Formation. Regardez, le nom. Regardez. Parce qu'il s'agit, j'ai donné le même nom de l'attribut. Mais la durée, je n'ai pas spécifié 0. Le prénom, il a ignoré. Donc c'est les données qu'il ne connaît pas, il ignore. Mais il prend que les données, ça, il les met dans le. Bon, là, je supprime maintenant ici. Donc c'est ça. Et je reviens vers... Là, je vais mettre, c'est étudiant. Et il s'agit bien d'ajouter un étudiant. Send. La même chose, vous regardez la réponse. C'est 201, ça veut dire created. Alors, je regarde donc dans étudiant. J'ai un étudiant, le nom. J'ai Essam. Le prénom, j'ai le ID, c'est 1. Donc, il a bien compris ce que je viens de lui dire. Mais là, la date de naissance, je ne l'ai pas spécifiée. N'est-ce pas? Il est nul. Maintenant, je vais l'ajouter. Mais pour l'ajouter, je dois faire un update. Mais pour faire update, j'ai deux possibilités. Soit put, soit patch. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ici? Patch. Pourquoi? Parce que je ne veux pas modifier toute l'entité. Je vais utiliser qu'un attribut. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser toujours ici la patch. C'est toujours la même URL. Ben ici, donc, mon objet de JSON, il contient une seule information. C'est la date naissance,
sa valeur. Bon, je suppose que Issam, il devrait être né en 1990. Il est très jeune. 11. Le format 1990 11. Envoyé. Alors, ici, donc, vous avez 404. Ça veut dire not found. Donc, je viens d'écrire quelque chose qui ne marche pas. Alors, en fait, si vous voulez mettre à jour, je veux mettre la date de naissance de quel étudiant? Donc, je dois mettre slash le ID. Donc, l'URL, je devrais mettre ici slash combien? 5. Et là, je vois 204. En fait, quand vous utilisez Page, le code de 204, ça veut dire que c'est OK. Alors, si je regarde ma base de données, alors je vois ici donc la mise à jour. Donc, vous voyez, 1990. Et ça, donc, je viens de mettre à jour la table. Comment? Il ne voulait pas qu'on sache sa date de son anniversaire. Alors, ici, donc, vous avez un page. Mais par contre, si je faisais la même chose avec put, vous allez voir, si je fais put, ça va marcher également. Je mets la date de naissance, ça marche. Alors, sauf que la différence, c'est quoi? Il a écrasé les autres données. C'est-à-dire, il a fait pour lui, il met à jour tous les attributs. Ceux qui sont dans la requête, il les met. Ceux qui ne sont pas dans la requête, il ne va pas les mettre. Je veux supprimer l'étudiant. Voilà, pour supprimer l'étudiant, alors qu'est-ce que je dois faire? La même chose, donc j'envoie une requête avec delete. L'étudiant est simple, bon, après delete, donc peu importe ce qu'on envoie dans le corps, il ne le considère pas. Il sait qu'il doit supprimer. Alors là, vous avez 204, a priori, il n'y a pas de problème. Je vois la base de données, ici donc ça a été supprimé. Donc ajouter, consulter, éditer, supprimer, rechercher, etc. C'est gratuit. Ça veut dire quoi? Passer à l'essentiel. Alors, ce que je vous dis là, c'est très important. Croyez-moi que même dans les entreprises professionnelles, alors, ils passent des mois et des mois à naviguer sur des problèmes qui n'ont pas besoin de régler. Les problèmes, les aspects techniques des applications, il faut connaître les concepts. Il faut savoir comment les mettre en œuvre. Vous y passez du temps et ce n'est pas un problème. Mais quand vous serez en entreprise, quand vous êtes dans le cas de production, il faut être capable de choisir la bonne architecture pour faire les choses d'une manière très rapide, plus performante, pour aller vers l'essentiel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous allez rédiger un cahier de charge pour l'entreprise qui va mettre en place une solution, vous avez besoin d'avoir ces connaissances. Parce que le fait d'avoir ces connaissances, c'est que vous mettez des garde-fous. C'est-à-dire, parce que parfois, après, vous évitez le fait de l'entreprise, il va vous dire, je suis toujours dans la couche DAO, je suis toujours dans la couche métier. Moi, ça, c'est pas normal. Vous voyez, donc la couche DAO, c'est 2 minutes, n'est-ce pas? DAO, c'est fait. Reste, c'est fait. Qu'est-ce qu'il vous reste? Le métier. Le métier, ici, il n'y a pas de métier parce qu'il s'agit juste d'ajouter, supprimer, donc le problème, il est réglé. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à passer? Je passe à la partie front-end. Si je connais Angular, si je connais Ionic, dans 1 heure, tout à l'heure, c'est ce que je vais vous montrer l'après-midi, dans 1 heure, il y aura une application web qui marche, qui permet de faire les choses, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un microservice que je vais livrer au client. Il sera très content. Alors maintenant, il reste quand même des choses à régler. Alors, si vous remarquez une chose, c'est que quand je consulte la liste des formations et des étudiants, je ne vois pas de ID. N'est-ce pas? Il me reste presque le temps. Quand vous faites ça, regardez, vous avez le nom, le prénom, la date de naissance. Je n'ai pas le ID d'étudiant. Mais si vous faites le ID, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il vous dit ici self. Si vous voulez carrément l'étudiant, le détail de l'étudiant, vous mettez /étudiant/1. Vous avez l'URL qui permet d'identifier la ressource. Parce que ce qui est important dans le big data, dans le cloud, vous voulez une ressource, vous n'avez pas besoin de connaître leur ID. Peut-être dans la base de données, vous avez besoin de connaître son ID.
Mais dans le cloud, vous avez besoin de connaître quoi? Son URI. Si je connais l'URI, je peux la récupérer là où il est. C'est clair? Mais quand même, moi ça m'arrive beaucoup, j'utilise les ID, je les utilise dans mon application. Alors si vous voulez intégrer le ID dans l'application, j'ai juste besoin dans la configuration. Alors comment configurer Spring Data REST dans l'application? Ben, il suffit de déclarer bon, ça va être la dernière modification après, donc on va s'arrêter. Si on veut oui. exposer que la partie metering get. Alors ça, justement, ça c'est la partie. Jusqu'à présent, nous avons mis en place une API REST, il n'y a pas de sécurité. Donc, l'aspect sécurité, c'est au niveau de votre application. Dans la couche sécurité, c'est là où vous allez dire quel est le rôle que doit avoir l'utilisateur une fois qu'il est authentifié pour accéder. Si on n'est pas authentifié, normalement, on ne peut pas faire ça. Pour le moment, c'est ouvert. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors, si vous voulez configurer Spring Data REST, il suffit dans votre application de déclarer un objet de type repository REST configuration. Alors, repository REST configuration. Alors, bien sûr, vous dites à Spring, s'il te plaît, injecte-moi un objet de ce type. Et après, dans mon application, par exemple, au début de l'application, je vais utiliser repository REST configuration.expose ID for formation. Classe, virgule, étudiant, point classe. C'est comme si je suis en train de lui dire, s'il te plaît, quand tu vas convertir un étudiant en format JSON, dans le format JSON, tu vas exposer le ID. Donc automatiquement, il va me mettre le ID dans le... D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir ici. Alors si je consulte maintenant la liste des étudiants, je vois bien, il y a le ID. J'ai le nom, le prénom, j'ai le ID. Bon, si je le veux. Par défaut, généralement, par défaut, il ne le met pas. N'est-ce pas? Alors, donc avec ça, maintenant, dans juste le dernier point, dans Spring Data REST, il y a quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les projections. Alors en fait, avec une projection, maintenant, dans votre application, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de récupérer que le nom et le prénom. Pour votre application mobile, vous ne voulez pas tous les attributs d'une entité. Je veux que le nom et le prénom ou quelque chose comme ça. Alors comment on le fait? Avec Spring Data REST, c'est très simple. Vous aurez juste besoin de créer une projection. Alors pour créer une projection, on a besoin de créer une interface. Interface que je vais appeler par exemple étudiant projection. Je l'appelle comme je veux. C'est une interface. Alors, cette projection-là, d'abord, je vais utiliser une annotation qui s'appelle projection, dans laquelle je vais spécifier un nom. Le nom de la projection, je l'appelle par exemple P1, projection P1, virgule. Les types de la projection, il va s'appliquer pour quelle entité? Pour l'entité étudiant. En classe. Vous faites la projection, ici donc je vais créer une interface dans laquelle je vais lui dire finalement, quand j'utilise cette projection Flappy REST, tu vas me retourner que le nom. String get nom. C'est une interface. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de jeter une interface. Maintenant, regardez les faits. Alors, quand je mets étudiant de cours, il me donne pour chaque étudiant, il me donne le ID, le nom. Alors, je crois que j'arrête. Alors, quand je consulte la liste des étudiants, alors qu'est-ce que je vois là? Ben, je vois rien. Alors, que signifie ça? S'il n'y a pas d'exception, ça veut dire que
il n'a pas encore totalement démarré. Je ne sais pas ce qu'il cherchait, mais en tout cas. Voilà, non. Peut-être qu'il a besoin de manger. Voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai la liste des étudiants ici d'une manière classique. Mais si vous ajoutez point d'interrogation, projection, égale E1. Regardez le résultat. Projection égale... Je l'ai appelé P1. P1, oui, tout à fait. Projection P1. Regardez le résultat. C'est quoi la différence? J'ai que le nom. Finalement, je lui ai dit, donne-moi les étudiants. Mais pour moi, étudiant, tu me donnes que le nom. Je veux pas par exemple, je veux une projection dans laquelle je lui dis, donne-moi le nom et donne-moi sa formation. Get formation. Ça, c'est une projection. Vous savez, dans le SQL, ça existe. La notion relationnelle qui est la notion de projection. Vous faites select, colonne, virgule, colonne. Parce que quand vous avez une table, vous avez une vingtaine de colonnes. Mais quand vous faites un select, vous pouvez spécifier les colonnes que vous voulez. Alors maintenant, pour le reste, vous avez également un mécanisme qui vous permet, via Spring Data REST, de dire, voilà, j'envoie la requête, mais je ne veux pas toute l'entité, je veux que ces colonnes, etc. Mais là, vous les spécifiez à travers des interfaces, comme ça. Alors si je consulte maintenant ici, qu'est-ce que je vois? Regardez, pour l'étudiant, j'ai le nom et j'ai sa formation. Il s'agit bien de l'étudiant Hassan et sa formation, c'est bien PHP. Donc ça veut dire que même par défaut, il me donne des données généralement utiles. Mais si je veux par exemple personnaliser quelles sont les données que je veux récupérer, donc je peux faire appel à ces notions de projection.